semaine politique de Sophia Harris. Mise en image par Mehdi M. Ouverture de l'année judiciaire, des déclarations fortes qui ont marqué cette semaine politique. Pour commencer, le président a qualifié la justice de, je cite, bouclier protecteur du citoyen et de ses biens. Mais est-ce que ceci englobera les citoyens prisonniers d'opinion issus du Hirak et dont le nombre cumulé dépasserait les 1200 selon le Comité national pour la libération des détenus? Est-ce que le bouclier protecteur sera protecteur pour tous? Le président a aussi souligné la fermeté dont fait preuve la justice face à la diffusion des fake news et de discours haineux. Est-ce que la judiciarisation de la vie publique ne finira pas par étouffer la liberté d'expression? Quelques lueurs d'espoir dans ce monde cynique. La déclaration d'Alger signée jeudi dernier par les factions palestiniennes. Un moment d'histoire accueilli par des explosions de joie de Palestiniens sur les réseaux sociaux. Un grand pas sur la voie de la consécration de l'unité nationale et de l'instauration d'un État palestinien indépendant. Mais quelles sont les prochaines étapes à suivre? L'événement n'a pas manqué d'être salué. Pays arabes, Fédération de Russie, l'Union européenne, la Chine. Après les salutations, quelles actions? À l'heure où l'échiquier géopolitique mondial est chamboulé, où se situe l'État palestinien? L'État palestinien va-t-il profiter des nouveaux rapports de force qui se dessinent déjà? La semaine politique de Sophia Harris. Mise en image par Mehdi M. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je vous retrouve à nouveau pour votre rendez-vous de Café Presse Politique, votre rendez-vous hebdomadaire afin de parler de l'actualité de la semaine. Et on m'accompagne ici. J'ai le plaisir d'accueillir Madame Zobida Assoul, avocate, membre du collectif de défense et présidente de l'UCP. Merci infiniment d'être avec nous, Madame Assoul. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Avec nous également Monsieur Zohair Aberken, journaliste. Merci. Monsieur Karim Kebir, journaliste également. Bonsoir, et Hadi Hassan, journaliste. Ça redevient le café presse politique, avec une majorité de journalistes. D'abord, d'habitude, il y a une majorité de politiques. Les journalistes sont en force, mais toujours en minorité. On n'est pas en parité, Madame Massoul. Absolument. Il faut travailler pour qu'il y ait travailler pour. Absolument. Donc, le factuel prime. C'est d'abord et avant tout la libération des détenus. Beaucoup d'entre nous n'ont pas dormi de la nuit à attendre le verdict et les délibérations. Donc, il y a eu des acquittements de personnes qui ont passé 17 mois quand même en prison. El Hadi Lassouli, Sofiane Rezak, Ali Haidar Mahiddin Boutouchent, Mohamed Moulouj, très émouvant qu'il retrouve ses enfants. Ça a été commenté par énormément d'internautes. Des dizaines de détenus ont été libérés. Réaction à chaud. Madame Assoul, vous étiez sur place. Tout à fait. D'abord, bonsoir à tout le monde et à vos auditeurs. Oui, c'est un soulagement d'abord pour nous en tant que collectif des avocats. Ça fait quand même 1 année et demie que nous suivons ces dossiers-là depuis la présentation notamment de l'affaire de El Hadi Lassouli et ses co-prévenus. Ça fait quand même 16 ou 17 mois qu'on est là, on est le lien entre ces détenus et leurs familles et le monde extérieur. Nous sommes passés quand même par des moments très difficiles, très pénibles vis-à-vis de ces détenus parce qu'ils ont quand même décidé de faire la grève de la faim à 2 reprises. El Hadi Lassouli a été quand même transféré plusieurs fois de l'Harrach vers Brouaguia. Et donc, même si ils s'en plaignaient moins quand il était à Brouaguia parce que il y a moins de monde, le climat est plus clément là-bas. Mais quand même, ça a été 1 année et demie de très, très pénible, et pour les détenus et pour leurs familles, mais aussi pour nous en tant que collectif des avocats, par rapport à ce qu'il y avait dans le dossier, par rapport à ce qu'on attend de la justice, par rapport au discours politique qui est annoncé, il y avait quand même un certain décalage. Donc hier, il y a eu les procès. On était d'abord soulagés que les procès se tiennent parce qu'il y avait quand même une ombre qui un peu planait sur un éventuel report.
Et donc, les détenus n'en pouvaient plus. D'ailleurs, les procès du 16 octobre ont été reportés. Absolument. Donc, vous attendiez à ce que ça soit comme pour ce... Non, c'est pas qu'on s'attendait. En fait, il y a eu même parmi certains confrères, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas présentes, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de recevoir les convocations, notamment en ce qui concerne les prévenus qui n'étaient pas détenus, qui n'étaient pas en détention. Donc, ça planait un peu, mais le président a eu quand même l'objectivité de poser la question aux détenus. Voulez-vous aujourd'hui faire votre procès ou voulez-vous qu'on renvoie? Et les détenus étaient unanimes pour dire non, nous voulons aujourd'hui être jugés, on veut le procès parce que, en fait, ces détenus n'en pouvaient plus. Ils voulaient être fixés parce qu'être comme ça dans l'inconnu pendant autant de mois, c'était très, très pénible pour eux. Et donc, voilà, les procès ont eu lieu dans de bonnes conditions, on va dire ça comme ça. Et puis, franchement, les décisions étaient d'abord à la hauteur de nos attentes, nous en tant que collectif des avocats, à la hauteur des attentes des familles qui attendaient voilà, qui étaient là, qui étaient présents pendant toute la journée à des heures tardives de la soirée. Mais aussi, c'était attendu pour l'ensemble des citoyens algériens qui s'intéressent justement aux détenus d'opinion, mais qui s'intéressent aussi à la démocratie, aux libertés individuelles et collectives et à la justice. Tout le monde avait un rendez-vous, y compris la justice. Elle avait un rendez-vous avec l'histoire hier et je me dis que oui, les magistrats, on va dire pour les encourager, les magistrats quand même ont respecté le serment qu'ils prêtent, c'est de dire le droit et de s'en tenir à ce qu'il y avait dans les dossiers. Et ça, c'est encourageant. J'espère que la justice va continuer dans la même voie pour tout le reste des dossiers. Très bien. Monsieur Zoher Aberkan, vous étiez sur place, Radio M a couvert les procès. Vos impressions? Oui, effectivement, j'étais sur place. Moi, ce que j'ai à en dire, c'est que tout au long des 17 heures d'attente, parce qu'on a attendu 17 heures, bon, 17 heures, ce n'est rien par rapport à 17 mois, il faut retenir une chose, c'est que l'angoisse était palpable, tout au long de ces heures, jusqu'à un moment où il y a eu le verdict à Mouloudj. Le verdict à Mouloudj a donné un peu, a donné le là, donc on a compris qu'en fait, il ne pouvait pas en être autrement pour le Hadi El-Assouli et ses compagnons. Mais moi, ce que je relève, c'est que ce procès a mis à nu quand même beaucoup de choses. Il a révélé aussi toute l'absurdité, tout le côté abject des accusations portées contre ces gens. Dans les plaidoiries magistrales des avocats, à chaque fois, on a relevé, on a mis le doigt sur le fait que ces dossiers-là, en fait, auraient dû s'arrêter à l'instruction. À la limite, si ça ne s'est pas arrêté à l'instruction, c'est la chambre d'accusation qui aurait dû dire, écoutez, là, vous vous gourrez sur le dossier, le 87 bis, par exemple, et ils auraient dû requalifier. Et donc là, on revient encore une fois à la genèse et à l'essence même de ce dossier, y compris, enfin, ce dossier, la Souli, comme celui de Mouloudj, etc., qui sont fondamentalement politiques. C'est-à-dire que c'est des montages policiers, enfin, juridico-policiers, etc., pour servir, enfin, on connaît très bien les raisons qui ont poussé à ces emprisonnements massifs à partir des mois de mai et juin 2021. Il fallait à tout prix arrêter le Hirak et la manière de s'y prendre, c'était justement de faire ces montages, de supposés réseaux de complotistes. Dites quand même 17 mois derrière les barreaux pour que le verdict soit un acquittement. Bon, justement, c'est là où, si l'emprisonnement de l'Assouli, moi c'est ce que je pense, hein, si l'emprisonnement de l'Assouli, de Briki qui a été magistral, non, pas détenu, mais impliqué, sous contrôle judiciaire, 8 jours en garde à vue, elle a été hier magistrale dans sa intervention, quand elle a dit « Je suis là devant vous, et à côté de moi, il y a mon père et ma mère ». Donc elle a raconté un peu. Elle a fait pleurer beaucoup de gens. Même le Hadi a pleuré dans le box des accusés. Mais au moment où ils ont été libérés, on a pleuré aussi. Monsieur Karim Kébé, vous y étiez aussi. Hein. Oui, mais bon, je n'ai pas assisté comme Zoher
la matinée, c'est-à-dire le procès, mais en tout cas, ce qu'on m'a raconté sur la tenue de procès, d'abord, il faut relever le rôle extraordinaire joué par le collectif de défense qui ont été d'ailleurs remerciés par la famille, les jeunes. Justement, même à l'issue des verdicts, justement, il y avait beaucoup qui scandaient comme les avocats, bravo alaikum, c'était émouvant. Oui. Après l'émotion de voir les familles qui pleuraient quand même de joie, quand même la fin d'un calvaire qui a duré plusieurs mois pour plusieurs familles, il y a aussi le rôle qui a été joué par les avocats. Mais ce que j'ai pu comprendre, en tout cas à travers tout ce qui a été dit, c'est que j'ai l'impression que les autorités se sont fourvoyées à travers cet article 87 bis. Parce qu'à un moment donné, les juges posaient des questions, franchement, du moins, encore une fois, je le précise, ce que j'ai compris à travers ce qu'on m'a dit mes confrères qui ont assisté et aussi les avocats. C'est qu'ils ne savaient pas franchement comment vendre cet argument parce qu'effectivement les dossiers étaient pour la majorité complètement vides. Donc je crois que c'est ce qui les a poussés en tout cas à accélérer ces libérations qui, de mon point de vue, peuvent être considérées comme un début qui en appellera d'autres. Même si, par ailleurs, il faut être vigilant tout de même, connaissant un peu la nature de ce régime. Si tu permets juste un petit détail, c'est que ces procès-là interviennent dans un contexte un peu particulier. C'est-à-dire celui qui a programmé les procès, en tenant compte du calendrier judiciaire, n'a pas tenu compte d'un calendrier politique. On a deux éléments. L'ouverture de l'année judiciaire. Donc il fallait absolument qu'il y ait de la matière. Donc voilà, on travaille. Deuxièmement, l'élection d'Algérie donc dans le Conseil des droits de l'homme. Et je pense que là, il y a un change à donner. Donc il faut montrer patte blanche et dire que sur le plan des questions... Parce que quand même, il y a quelque chose qui ne... Si je permets rapidement, il y a quelque chose qui passe difficilement. Comment on peut passer d'une accusation, terrorisme, menace sur le pays, etc., à carrément l'absolution. Confirmé par les réquisitoires. Voilà. Donc c'est dingue. C'est-à-dire ce à quoi on assistait hier, c'était de l'aberration, c'était plein de trucs. C'est pour ça que moi, je reste persuadé que comme il y a eu donc des décisions politiques qui ont amené à emprisonner des gens, il y a eu aussi des décisions politiques, au moins un aval, c'est-à-dire avec C'est vrai que quand on laisse les juges... Il y a eu quand même des réquisitions de 10 ans. Oui, mais ça, le procureur est dans son rôle. C'est-à-dire, lui, 15 ans, lui, le procureur, il voit l'article 87, 7 ans d'année, il dit la loi. C'est pas ça, il est dans son rôle. Madame Hassoul, effectivement, il y a eu l'ouverture de l'année judiciaire début de semaine dernière, des déclarations. Donc, je cite le président de la République de régler tout différent par la force de la loi, garantir le droit à la défense aux justiciables et les conditions de les défendre aux avocats. Il dit également, nous tenons à ce que les dispositifs judiciaires soient indépendants, que la protection des droits collectifs et individuels des citoyens soit garante et que la justice soit équitable, transparente, qu'elle ait toutes les garanties pour son indépendance. Est-ce que vous pensez que l'ouverture de l'année judiciaire ait quelque chose à voir avec les libérations qu'on a pu avoir hier? Et est-ce que ça va nous permettre d'espérer, parce qu'il reste quand même énormément de détenus qui sont en prison? Non, d'abord, si vous permettez, Amira, avant de répondre à votre question, c'est juste pour dire qu'un dossier, quand il démarre au niveau de la justice, il y a les services de sécurité qui font des enquêtes préliminaires. Ensuite, c'est le parquet qui enclenche l'action publique. Le parquet, souvent, en tout cas par expérience, notamment dans les dossiers des détenus d'opinion, maintenant ça fait 3 années quand même qu'on est dessus, en général, le parquet, il suit systématiquement ce qui est apparu dans l'enquête préliminaire de la police judiciaire. Et donc, il va dans cette qualification, et ce sont des choses d'ailleurs qu'on a relevées, qu'on continue à relever devant les magistrats du siège. C'est à eux qu'on s'adresse, on ne s'adresse pas au parquet, parce que le parquet, son rôle, c'est justement de plus ou moins aller dans le même esprit que les enquêtes préliminaires. Même si moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que l'opportunité de la poursuite, l'opportunité de la qualification, c'est le rôle exclusif des magistrats du parquet. Ce n'est point
les services de sécurité qui doivent dire que tel ou tel fait constitue tel ou tel crime ou tel délit. Ça, c'est une petite entorse, on va dire, à la pratique judiciaire. Maintenant, là où je ne suis pas d'accord avec Zoher, comme il vient de dire, c'est anormal qu'on passe des qualifications criminelles, parce que, par exemple, dans l'affaire de L'Hadi et ses co-prévenus, il y avait une qualification de 3 crimes et 4 délits. C'est énorme. Il n'y avait pas que l'article 87 bis, il y a l'article 77, c'est-à-dire la haute, c'est-à-dire atteinte à la sécurité de l'État. Oui, des accusations disproportionnées. Ce sont des accusations, c'est la peine de mort. C'est énorme. Mais là où je diverge avec Zoher, c'est que le parquet, lui, il est parti sur ce chemin. Mais par contre, le magistrat du siège, lui, il est là pour rendre la justice en fonction d'un dossier qu'il a, d'une inculpation qu'il a, mais aussi d'une instruction à décharge qui sont la défense qui est là pour, lors de tout le procès, va détricoter tout ce qui a été dit et fait dans ces dossiers-là, y compris par les juges instructeurs. Il y a une chose à dire chez nous en Algérie, malheureusement, surtout depuis on va dire les dernières décennies, c'est qu'il y a 2 choses sur lesquelles, aussi bien la Constitution que le Code de procédure pénale, est très clair. C'est-à-dire il n'y a pas d'ambiguïté. La détention provisoire est une mesure exceptionnelle. Alors qu'aujourd'hui, nous remarquons qu'elle est devenue presque la règle. On va dire presque la règle pour être objectif. Parce qu'il y a des juges d'instruction quand même qui gardent des gens sous contrôle judiciaire ou en liberté tout en continuant à instruire l'affaire. La deuxième des choses, c'est que l'instructeur devrait, en tout cas l'instruction judiciaire, qui est très différente de l'instruction préliminaire des services de sécurité, celle-ci doit se faire de manière à charge et à décharge. Malheureusement, ce que nous constatons, c'est que les juges d'instruction restent sur ce qui a été fait et présenté par l'enquête préliminaire. Maintenant, on revient à votre question, la rentrée judiciaire. Moi, je ne suis pas d'accord encore avec Zoher. La rentrée judiciaire est on va dire, est une chose qui se passe chaque année. Chaque année, oui, c'est un rendez-vous. Et c'est un rendez-vous, c'est un rendez-vous national quand les magistrats, avec le chef de l'État, pour un peu faire le bilan de l'année judiciaire précédente et d'annoncer ce qui doit être fait pour l'année judiciaire en cours. Je pense que le bilan n'a pas été fait. Ce n'est pas le chef de l'État qui doit le faire, c'est le premier président de la Cour suprême qui doit le faire. Parce que celui qui incarne la justice, ce n'est pas le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice fait partie de l'exécutif. C'est le premier président de la Cour suprême, qui est lui le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, qui est censé faire ce bilan. Qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui a été moins bien fait, mais aussi tout l'arsenal juridique qui n'est pas du tout conforme aux principes de la Constitution, notamment en ce qui concerne tout l'arsenal juridique de toutes les infractions criminelles qui ont été criminalisées, quant à l'opposition, les personnes qui veulent changer le système en dehors de la Constitution, ça devient un crime presque de terrorisme, comme par exemple les gens qui ne sont pas d'accord avec les choix politiques, socio-économiques dans le pays, avec le pouvoir, ils sont considérés comme des gens qui portent atteinte aux institutions de l'État et au bon fonctionnement de ces institutions. Et puis on y va avec une grande célérité pour les mettre derrière les barreaux, Madame Voilà, on a élargi tellement pour régler des problèmes donc politiques. Davantage de lois? Non, c'est le problème d'abord de la volonté politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un marqueur qui a été placé par le pouvoir en place, c'est que, en l'absence de la capacité d'apporter des solutions politiques, socio-économiques, on a choisi l'option d'aller vers la solution de la répression. La preuve en est, c'est que maintenant, on criminalise tout, y compris les problèmes qui sont liés au stockage. Voilà. Mais Monsieur Karim Kebel, justement, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Abdelrachid Tabi, déclare: la justice algérienne accorde la priorité à la lutte donc contre la spéculation, accident de la route, atteinte à l'ordre public, crime organisé et cybercriminalité.
Bon, Alors, nous, quand on entend cybercriminalité, on se pose la question, est-ce que ça va continuer, cette histoire des écrits sur les réseaux sociaux, de se retrouver rapidement emmené en mandat de dépôt et puis en prison? Écoutez... Ou est-ce qu'on a le droit d'espérer qu'il lâche un peu prise? Lâcher prise, je pense que c'est un peu trop dit, mais en tout cas, les discours ne valent que par les actes. Ça, c'est une donnée fondamentale. Si vous vous amusez, par exemple, si on avait suffisamment de temps, ou si on peut s'amuser un jour, de réunir tous les discours qu'ils ont fait pendant l'ouverture de l'année judiciaire, même pendant la période de Bouteflika, vous ne trouverez pas une ligne où on ne loue pas les actions qui ont été faites, l'indépendance de la justice. Mais durant tout ce temps, on a vu quand même ce qui s'est passé. Donc même le ministre, il ne peut pas lui-même, et c'est l'une des caractéristiques des gouvernements du tiers-monde. On n'a pas le courage d'assumer les insuffisances ou d'assumer les erreurs. Ça relève de la grande responsabilité. Reconnaître ses torts ou reconnaître ses faiblesses est un marqueur de bonne gouvernance. Or, chez nous, ça a été toujours... on a toujours dit que tout fonctionne bien, il y a l'indépendance, mais la réalité, malheureusement, dément chaque jour que Dieu fait tout ce qu'ils ont dit. Donc, moi, personnellement, le ministre, je ne vous dis pas... Il est dans son rôle de dire tout ce qu'il veut ou des actions qu'il a l'intention d'entreprendre, mais en tout cas, on doit juger sur pied. C'est sur ce côté-là, il suffit d'aller interroger les citoyens, ce qu'ils en pensent de leur justice, et vous aurez toutes les réponses qui disent exactement le contraire de ce qu'ils développent comme discours. Le garde des Sceaux lui-même l'a reconnu. Il y a quelques mois, le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, a reconnu que le citoyen ne se sent pas en sécurité quand il est devant la justice. Il l'a reconnu. Maintenant, c'est vrai qu'il faut traduire ce discours-là vers des actions sur le terrain et des décisions et pas des discours. Alors, quand il y a une divergence de point de vue, l'analyse de ce qui s'est passé hier entre Maître Assoul et Zoya Laberkane, il y a le Qadi Farq Binatna, donc en principe c'est le Qadi qui devrait c'est à vous, monsieur Qadi. Voilà. C'est le Qadi Raboradi. Non, on avait commencé à discuter de cette émission en traitant du grand corps malade, la justice grand corps malade. Oui. Moi, j'ai un point de vue là-dessus. Abdelmajid Tebboune. Là, c'est la libération qui prime, effectivement, lorsqu'on a préparé l'émission. On revient au contexte. Le contexte qu'on a vécu ces derniers mois, enfin, notamment depuis l'accélération de la répression au printemps 2021, la 87 bis, etc. C'est que, en gros, quand on entend Abdelmajid Tebboune parler et le pouvoir, parler avec l'administration générale, l'administration un bloc, elle n'est pas un relais d'exécution. Les Wali, on a vu comment il disait Jean Lemar, vous avez peur d'aller al Harrach, etc. Il faut signer, il faut avancer. Et la seule institution qui a vraiment fonctionné aux ordres, et je suis vraiment désolé de le rappeler, c'est la justice. C'est la justice avec le mécanisme. Si le parquet va suivre si ça arrive chez le juge d'instruction, il va suivre le parquet. Si ça arrive à la chambre d'accusation, il va suivre le juge d'instruction, et ça ne s'arrête quasiment jamais. Il n'y a personne pour rattraper des affaires qui ne devraient jamais arriver en audience. C'est de l'argent public qui est perdu. C'est des énergies. Et c'est là le dysfonctionnement. Absolument. Parce qu'il y a une machine qui fonctionne dans le sens de la répression. Est-ce que nous avons vécu un moment historique hier où deux juges ont pris leur responsabilité pour dire nous, on décide en fonction des éléments qu'il y a dans le dossier? Oui. Je vais rester prudent. Parce que, quand même, c'est un peu, on connaît ces juges-là, ils ont jugé aussi dans d'autres affaires où ils n'ont pas tenu compte des dossiers, où ils ont été dans le sens... Peut-être qu'ils étaient sous pression avant et qu'ils peut-être qu'on a levé la pression. À ce moment-là, on est dans le contexte où c'est l'intervention politique quand même. Moi, j'ai pas envie de leur enlever si ils ont eu un geste courageux. J'ai pas envie de leur enlever cela. Tant mieux. Mais je pense qu'on ne peut pas se prononcer, c'est trop tôt, d'autant que le contexte dans la même semaine, on ne sait pas si c'est des instructions d'ailleurs, parce que dans la même semaine, il y a des éléments contradictoires. Il y a une condamnation à mort d'un grand frère. Il vaut ce qu'il vaut. Abdou Semmar, il est parti dans... Il fait plus du journalisme. De mon point de vue, c'est pas vraiment un journaliste. Mais on ne peut pas lui enlever ce titre. Moi, je ne peux pas le lui enlever. Condamné à mort, c'est choquant. Même il a bien pour une affaire il a sorti des éléments sur un problème à son intraque, etc. Vous vous rendez compte, il y a
personne de la SABA, des gens qui ont détourné, je suis contre la peine de mort, hein, je dis ça, mais il n'y a personne qui a été condamné à 30 ans de prison ou à perpétuité. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Et donc, il y a des éléments de ce type-là, l'interdiction de l'université d'été du RCD, on a un collègue, il y a des arrestations qui se poursuivent, l'UCP, on va en parler tout à l'heure, qui risque d'être... Le contexte dans lequel nous sommes, c'est un contexte qui nous laisserait penser que ce sont les juges qui ont pris la responsabilité, que ce n'est pas une orientation. Et donc on attendra pour voir. Moi je pense que pour rendre un arbitrage, c'est du 50-50. Mais on va quand même se réjouir et savourer quand même la libération de... Il y a une chose, pardon, c'est que moi j'ai constaté qu'à chaque fois qu'on laissait les juges libres de leur mouvement, par exemple, ils rendaient la justice. Absolument. Bon. Mais quand il y a cette pression politique, là, ça change tout, la donne change. Dans ce contexte, qui a été spécialement, enfin, ça a été fait sciemment, c'était l'ex-chef d'état-major, Gaïd Salah, quand il a dit au ministre, devant la télé, il faut aller jusqu'au bout. Ça, c'était une injonction directe. Mais c'était une période, le jusqu'au boutisme. Est-ce qu'on a le droit d'espérer... Les mécanismes, les mécanismes sont là. Oui, parce que dans le discours du chef de l'État, cette fois-ci à l'occasion de l'ouverture de la nuit judiciaire, il a quand même dit une phrase, moi, que je considère qui n'a pas sa place quand on parle de l'indépendance de la justice. Lorsqu'il a dit il va falloir accélérer le rendement ou le règlement des affaires. Non, la justice ne doit ni accélérer ni être lente. La justice doit se faire dans la sérénité. La justice ne doit pas être liée au calendrier politique. Je suis désolée. Le juge, il est là, il a son travail, il a des dossiers, il regarde ce qu'il y a dans les dossiers, il regarde ce que la loi dit, il doit dire le droit. Juste pour dire, ce n'est pas question d'arbitrer. Nous, personnellement, ma façon de voir les choses, depuis qu'on a commencé à avoir des détenus d'opinion, depuis juin 2019, tout ce qu'on a vu à travers les milliers de procès qu'on a suivis, qu'on a défendus, c'est qu'il y a quand même des magistrats qui ont eu le courage, même dans un moment de pression politique, et ils ont eu, même pendant cette période-là, eu le courage de rendre des décisions de relax. Absolument. Hier, ils ont rendu quand même des acquittements dans des affaires hautement criminelles pour lesquelles le parquet avait requis de lourdes peines. Donc, on ne peut pas quand même dire qu'il ne s'est rien passé. Moi, je veux bien, même le politique, si le chef de l'État revient à de meilleurs sentiments, s'il est conscient aujourd'hui que ce n'est plus possible de continuer dans cette voie de répression et du tout répressif, il abroge plein de choses. Il n'y a pas que le 87 bis. Il doit abroger tout l'arsenal juridique qui a été prise depuis avril 2021 et qui est, Amira, en totale contradiction avec les principes fondamentaux des libertés individuelles et collectives de la Constitution. Madame Asfi, il y a un projet de révision du Code pénal. Est-ce qu'on peut espérer justement que certains articles soient abrogés? Il va être présenté devant le Parlement. Je vais vous dire une chose, Amira. L'amendement de l'article 87 bis qui a été fait justement en 2021, il a essayé de donner une définition au terrorisme, une définition politique. Or, cette définition politique, l'ONU, depuis maintenant plus de 30 ans, elle peine à trouver une définition politique au terrorisme. Donc, je ne peux pas, moi, accepter ni comprendre en tant que juriste, en tant qu'avocat, en tant qu'ancien magistrat, en tant que politique, que l'Algérie se mette dans une telle situation qui est vraiment une situation qui porte beaucoup plus préjudice au pouvoir. Bien sûr, les citoyens payent, bien évidemment, mais il n'est pas dans de bonnes conditions quand il élabore et quand il promulgue de tels textes de loi. Donc moi, je pense, j'ose espérer en tout cas, que la révision du Code pénal va aller dans ce sens-là, d'autant plus qu'il y a eu quand même des experts de l'ONU qui ont attiré l'attention que ce n'était pas normal de continuer d'aller dans ce sens-là. Il n'y a pas que les détenus d'opinion qui ont été considérés comme terroristes. Il y a également les commerçants. Il y a également les commerçants qui ont quelques bidons d'huile qui n'ont pas encore écoulé et qui ont 10 ans, 12 ans de prison.
Oui, parce que on l'a souvent dit. On est terroriste pour un oui ou pour un non ces derniers temps. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça le drame, c'est qu'on a, en fait, on peut le résumer en une seule phrase, c'est qu'il y a depuis la décision, en tout cas depuis qu'ils ont décidé d'en finir avec le Hirak, il y a une orientation d'une gestion complètement sécuritaire de la vie nationale. Donc tout est criminalisé, en fait tout est fait pour empêcher que les mêmes conditions qui ont prévalu à l'émergence du Hirak ne se reproduisent plus. Mais on en a déjà discuté sur ça. On s'interroge souvent, est-ce que justement au sein de nos dirigeants, il y a de l'ingénierie, il y a des gens qui réfléchissent sur les conséquences de cette stratégie. Parce qu'elle a montré toutes ses limites aujourd'hui. C'est qu'ils peinent à récupérer cette confiance qu'ils ont perdue. Donc je pense ils ont complètement décidé de gérer de façon sécuritaire toutes les questions, mais ça a montré toutes ses limites. Donc c'est la même chose, ce cas de spéculation, ça rentre dans cette catégorie. C'est qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les capacités de gérer le marché, parce que chaque année, on le vit en tout cas. Depuis combien de temps, à chaque fois, les gens ont un problème de pénurie. Le lait, on n'arrive pas à gérer le lait. Donc, on décide, puisqu'ils n'ont pas les moyens de le gérer, parce que ça appelle un fonctionnement... Est-ce que ça ne risque pas de dissuader les commerçants et de ne plus se hasarder à faire leur travail? C'est une partie des pénuries vient de là. Une partie des pénuries vient de là. Ça a aggravé le trait. Ça rend compte en fait de quoi? Ça rend compte de l'aggravation de l'incompétence d'encadrement administratif du pays. Enfin, on a une perte de qualité, une perte de compétences qui s'est accélérée ces dernières années. Il y a beaucoup de cadres de valeur qui sont partis en retraite. Il y a des cadres qui ne veulent pas travailler avec le 12-12. C'est comme ça qu'on le dit. On ne travaille pas avec le 12-12 et avec le régime qui est sorti du 12-12. Et donc, ceux qui sont partis. Et donc, ça donne cette vision. Mais la question qui se pose, c'est bon, moi, je reconnais aux avocats de nous avoir toujours dit que le 87 bis c'était une impasse et que lorsqu'on arriverait en procès, moi, je l'ai trouvé un peu trop optimiste. Mais il disait ça, les procéduriers, tout ça, que les dossiers allaient faire pchit. C'est en train de faire pchit. Mais est-ce que, pour autant, le politique, s'il en reste, va aller jusqu'à abroger le 87 bis? Moi, je ne vois pas d'indication qui laisse penser, d'indicateur qui laisse penser qu'on ira dans cette direction. Il n'y a pas dans la posture de Abdelmadjid Tebboune ou celle de l'armée quelque chose qui nous laisse penser qu'ils vont renoncer à cet instrument. Non, mais Monsieur Khadi, Hassan, le fait de criminaliser la spéculation et de faire en sorte que ce soit des gens considérés comme étant des terroristes, ce n'est pas rien. Ce sont de très lourdes peines. À Tipaza, c'est 12 ans. D'autres tribunaux, c'est de très lourdes peines. Est-ce que la volonté est d'aller vers un mieux? Parce que ça accentue la pénurie, ce genre de décision. Oui, celle-là, c'est parce qu'il y a une lecture. Il y a pas. Est-ce que ce n'est pas pour se dédouaner, d'une gestion? Mais je ne sais pas quel est le journaliste en réunion de rédaction il y a cette semaine qui nous a dit, en fait, quand on regarde un petit peu, je suis désolé de le citer à nouveau, c'est le premier responsable, la Constitution lui donne tous les pouvoirs, c'est Abdelmadjid Tebboune. Il a ouvert des enquêtes sur... Il y a à peu près une douzaine de dossiers sur lesquels il y a des enquêtes. Les incendies, les premiers incendies de Tipaza, les deuxièmes, les accusations. À chaque fois qu'il y a un problème, il y a une enquête qui est ouverte avec l'état d'esprit complotiste qu'on en veut à sa tête et qu'on veut déstabiliser son régime. Tout est... le manque d'oxygène, tout a été sujet à... C'est-à-dire dès qu'il y a un problème dans ce pays, le président de la République pense que quelqu'un veut le destituer. Et la question que moi j'ai envie de poser, c'est est-ce que puisqu'on essaie de guetter ce moment éventuellement d'histoire après, ça va faire aussi, ça risque de faire pchit, ce ne sera pas un moment d'histoire. Est-ce qu'il y a une inflexion dans la politique est-ce qu'il y a une inflexion? Qui a intérêt à changer de code? Qui a ramené le 87 bits? Qui a durci la répression? C'est le HCS, à la tête, Conseil de la sécurité, à la tête duquel était Abdelmadjid Tebboune, et ça date de 18 mois, c'est pas si vieux que ça. Pourquoi ça aurait changé? Est-ce que Zermati
qui est un peu un des aspirateurs du 87 bis, après Ramati, l'ancien garde des Sceaux, est-ce qu'il était avec d'autres sécuritaires qui sont partis entre-temps, notamment à la tête de DGSI, le général Rajdi, je pense que c'était du temps du général Rajdi, le 87 bis. Est-ce que c'est une équipe et une vision qui a reculé, qui est sortie de la scène, et est-ce qu'il y en a une autre qui est en train de s'installer, qui a une façon de faire qui est différente? Évidemment, on pense au Toufir Boys, on pense à Mahanna, c'est quelqu'un qui travaille avec Toufir, Mjdoub à la DSI, il travaille avec Toufir, la DCS à la sécurité de l'armée, c'est quelqu'un qui est proche de Toufir. On se dit, c'est peut-être à nouveau la patte du général Toufir qui revient, qui est une manière de gérer le politique qui est un peu moins sécuritaire, dans laquelle on introduit une dose de gestion du politique, pour éviter de n'avoir qu'à taper tout le temps sur les citoyens. Est-ce que c'est le cas? Moi, quand je vois ce qui s'est passé cette semaine, quand je vois les peines capitales, quand je vois le RCD qui ne peut pas tenir son université d'été, je reste très dubitatif et je pense qu'on ne sortira pas du tout sécuritaire, y compris avec sa version criminalisante du 87 bis. D'abord, il n'y a pas que le 87 bis. Hein. Souvent, les gens... 144 bis. Il y a le 196 bis, etc. Il y a tout un arsenal. Hein. Il y a pas... C'est pas le seul. Voilà, c'est pas le seul. Vite, hein, non, moi, j'ai juste envie de dire, il y a un élément, Ehsen, qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que quand même l'Algérie a ratifié l'ensemble des conventions internationales et qui, dans notre propre constitution, le droit international est supérieur au droit national. Donc tu ne peux pas, l'Algérie en tant que pays ne peut pas éternellement être en total déphasage avec les engagements internationaux de l'Algérie vis-à-vis des autres pays. D'autant plus que chaque année, vous le savez très bien, que chaque pays présente un rapport annuel sur l'état des droits de l'homme, de l'indépendance de la justice, des droits civiques et politiques, etc., etc. Donc oui, cet élément aussi compte, il faut en tenir compte. Je pense que même si le chef de l'État ou tout le pouvoir en place actuellement a envie de continuer dans la répression, d'abord, ils ne peuvent pas continuer éternellement parce que les résultats sont là, c'est le blackout total. Ça ne fait pas pour autant avancer les choses, ni sur le plan politique, il n'y a pas encore d'adhésion populaire, il n'y a pas cette confiance qui revient auprès des citoyens, ni sur le plan économique. On a assisté l'année passée, en 2021, rappelle-toi, Ehsan, on était sur ce plateau, on se disait, on nous avait dit, 2022, ça sera l'année de l'économie, n'est-ce pas? Donc, on est en fin 2022, ben, le rendez-vous n'est pas encore à l'heure, quoi. Et donc, je pense que tous ces éléments sont très importants. Mais sur le plan de la spéculation, moi, j'ai envie de dire que aller vers la répression et criminaliser des actes qui relèvent du commerce ou de la spéculation ou du stockage ou que sais-je, ça relève d'un ministère qui s'appelle le ministère du Commerce. Un ministère du Commerce, sa première mission, c'est d'organiser le marché intérieur national, c'est d'organiser le commerce, c'est de numériser de manière à trouver des solutions à des problèmes. Deuxième élément, c'est que tous les problèmes économiques à travers le monde se règlent à travers le dialogue. Tu ramènes les partenaires. Depuis le départ de Bouteflika, on n'a plus de rencontres tripartites de tous les partenaires économiques et sociaux. On discute sur le choix ou la feuille de route politique. Il n'y a plus ça. Mais je dirais encore pire. Regardez une institution comme le CNES, le Conseil social et socio-économique ou social et économique. Son rôle, c'est justement d'évaluer les politiques économiques qui ont été... D'évaluer, d'alerter, oui, et d'alerter, mais aussi de proposer. Eh bien, le CNES est aux abonnés absents. Il ne joue aucun rôle. Silence radio, pas que lui, les partis politiques également. Est-ce qu'il y a une certaine peur, parce qu'on a vu des présidents de partis qui se sont retrouvés derrière les barreaux. Oui. Est-ce que c'est le manque d'endroits où s'exprimer? On ne sait pas. C'est pas la peur, Amira. Quand on est là, je prends ma casquette de politique. Quand on est un politique, si on doit avoir peur, il ne faut pas faire de la politique. Il faut rester chez soi. C'est tout. Quand on fait de la politique, on n'a pas peur, on affronte, on assume et on essaye toujours d'être dans une perspective de recherche d'une solution. Maintenant, le politique, quand vous parlez du politique, je vais avancer peut-être sur une question qui va venir par la suite, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, le climat qui règne est un climat qui encourage
l'exercice politique, la pratique politique, les activités politiques partisanes. Eh bien non. Et cela, ça ne date pas d'aujourd'hui. L'université d'été du RCD a été empêchée. Oui, nous-mêmes, on avait demandé de faire une réunion juste organique à Bjeya ce vendredi. Oui. Mais est-ce que c'est pas dangereux, Madame Assoul, pour l'Algérie? Mais c'est pour ça que c'est-à-dire s'il se passe quoi que ce soit sur le plan social, il y aura on est au bord d'une explosion. Il y aura personne pour encadrer, pour calmer. Mais évidemment, c'est pour ça que je vous dis que ce choix-là, ce marqueur-là a été fait à travers la Constitution. Et moi, j'avais déjà alerté, j'avais fait une vidéo sur le contenu de la Constitution, déjà quand elle était en projet. L'option du chef de l'État, c'est de dire les partis politiques ne comptent pas. La preuve en est, c'est qu'il a parlé dans la Constitution d'une majorité présidentielle, alors que tout le monde sait que le chef de l'État n'a pas un parti politique qu'il a emmené en tant que candidat ou emmené au pouvoir. Et de l'autre côté, il parle d'une majorité parlementaire. Ça n'existe pas. Déjà, le concept est faux. C'est-à-dire où vous avez une majorité présidentielle, donc avec tous les partis qui cautionnent et qui soutiennent le président, et ça s'appelle une majorité présidentielle, ou alors vous avez une majorité de l'opposition, et là, c'est les gens qui soutiennent le président qui deviennent minoritaires par rapport à l'opposition. Nous, ils nous ont inventé de nouveaux concepts dans cette nouvelle constitution, c'est majorité présidentielle, majorité parlementaire. Or, aujourd'hui, les élections, on a encouragé la société civile, c'est quand même un marqueur politiquement de dire le président ne veut pas de parti politique, ça ne les intéresse pas. Et encore, ce qui corrobore ce que je dis, regardez même les partis qui cautionnent Abdelmajid Tebboune et qui soutiennent. Maintenant, ils sont devenus, d'ailleurs, ils sont silencieux. Ils sont silencieux également. Non, ils ne font pas de politique eux-mêmes. Est-ce que vous avez entendu? Non, ils n'en ont jamais fait il y a très longtemps. Ou alors il y a très longtemps. Amira, avant du temps de Bouteflika quand même, ils étaient sur les plateaux tous les jours. Ils assumaient leur soutien au programme du président de la République. Hormis ça, il n'y avait aucune force. Ce n'était pas une force de proposition, non, Madame Assoul. C'était pas une force de proposition, c'est clair, Amira, parce qu'un parti déjà qui abandonne son programme pour dire je soutiens. Oui, il ne faisait que soutenir. Voilà, le soutien. Mais aujourd'hui, même ceux-là. Même eux, on les entend plus. On les entend plus. Tout à fait. C'est-à-dire que toute l'ambiance qui règne n'est pas une ambiance d'encouragement à la pratique politique saine. Et puis regardez, aujourd'hui, il y a un article dans la Constitution qui dit, et le chef de l'État l'a confirmé à travers plusieurs interventions, il a dit qu'aujourd'hui, toutes les réunions publiques, toutes les créations d'associations, c'est déclaratif, n'est-ce pas? La Constitution est claire. Vous partez en tant que chef de parti, vous demandez vous déposez une déclaration pour faire juste une réunion dans un établissement public, une réunion organique. Eh bien, on vous dit non, il vous faut une autorisation. Mais la Constitution, elle dit pas, elle dit c'est déclaratif. Ah non, 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 ils vous font appliquer la loi de 89 du siècle passé qui, elle, soumet tous les partis politiques et les associations à des autorisations, alors que la Constitution est supérieure à cette loi. Donc voilà les dérives, en fait. On ne peut pas parler d'état de droit quand l'État lui-même ne respecte pas la hiérarchie des textes de loi et de faire passer la Constitution. Quand vous avez deux textes qui sont contradictoires et que c'est la Constitution, eh bien vous appliquez la Constitution, vous n'appliquez pas la loi qui est contraire à l'esprit et à la lettre de la Constitution. Monsieur Zohair Abraken, le président de la Cour suprême, Monsieur Tahir Mamouni, parle d'un départ de 100 juges qui vont être remplacés par 50 nouveaux juges qui auront besoin d'être recyclés. Et Madame Assoul parlait tout à l'heure on n'a pas accéléré, on nous demande que ça soit accéléré, etc. Et qu'est-ce qu'il déclare? Il déclare que la priorité, ça sera pour la tranche des affaires de corruption des prisonniers qui sont concernés par la corruption. En fait, depuis le temps qu'on entend les cycles, il y a eu, je crois, à ma connaissance, un cycle de formation de juges en France qui sont partis en France pour une période. Qu'est-ce que ça a donné? Si ça a donné les juges que nous connaissons aujourd'hui, qui traitent justement les affaires avec cette légèreté, je ne pense pas que cela puisse changer beaucoup. Moi, je crois que le véritable changement,
serait d'abord l'essence même, enfin l'idée même de la justice. Tant que vous avez un secteur de la justice dans lequel le premier magistrat est le président, c'est lui qui décide, c'est lui qui nomme, etc. Donc on n'est plus dans la séparation effective des pouvoirs. Donc, il y a quand même l'idéal aurait été donc de dire, voilà, il y a une justice indépendante, elle est indépendante intégralement, y compris dans ses structures, dans son conseil supérieur donc c'est élu par ses... voilà, c'est comme ça. Elle est indépendante quand on laisse le pouvoir législatif légiférer donc dans les Mais non, dans les règles. Il parle des critères les critères de sélection des juges. Il parle de 200 juges qui vont être choisis selon de nouveaux critères. Ces critères-là, ce sont l'obtention d'un master 2 et avoir au minimum 40 ans, alors que précédemment c'était 30. Non, c'était 25 ans avant le juge pour être. On pouvait être juge, oui, mais là il limite qu'à partir de 40 ans. Vous savez, je ne sais pas si je peux dire un mot sur cela. Vous êtes plus oui, en fait, non, je ne veux pas monopoliser la parole, mais en fait, les magistrats, depuis l'existence de la justice algérienne, depuis l'indépendance, c'est passé par plusieurs phases. Il y avait une phase où on n'avait pas beaucoup de magistrats, on avait très peu de magistrats, donc on a commencé à recruter les magistrats à partir de la faculté. Mais à l'époque, la faculté avait quand même un niveau bien meilleur. Il faut dire la vérité, parce que le juge, il est le produit d'un système éducatif qui commence par l'école primaire jusqu'à l'université. On ne peut pas corriger, je veux dire, le niveau de quelqu'un. Ça concerne tous les secteurs de toute façon. Ça commence de l'éducation. Et c'est pour ça que nous, à l'UCP, on a toujours dit que l'éducation était la priorité des priorités si on veut vraiment construire le pays sur la compétence et le mérite. La deuxième des choses, c'est qu'il y a eu une deuxième phase où on a commencé à faire subir à des magistrats des concours nationaux avec une période de stage, qu'elle soit théorique. Et maintenant, ce stage théorique, il est de 3 années à l'École supérieure de la magistrature. C'est pas rien, 3 années. C'est énorme. Mais le problème n'est pas tant dans on va dire, la formation technico-technique, c'est-à-dire apprendre à lire la loi, à bien l'appliquer. Ce qui manque à nos magistrats, c'est d'abord le savoir-faire et le savoir-être. C'est-à-dire qu'il faut avoir des magistrats qui ont cette personnalité et cette conviction qui ne sont pas de simples fonctionnaires. Ils sont... moi je l'ai toujours dit, le juge est le régulateur de la société. Et à partir de là, s'il a cette conviction, il faut lui apprendre comment il doit... Ils ne sont pas aussi un peu débordés, Madame Hassoumi? J'ai beaucoup fréquenté les tribunaux ces dernières années. Oui. Il m'est arrivé d'être jugé à minuit, donc le temps de passer, c'était des centaines de personnes. Oui, on a tenu des procès des gens du Hirak jusqu'à 4 h du matin, 5 h du matin, c'est vrai. C'est vrai que le nombre des affaires a explosé, on va le dire. La criminalité a explosé. Mais ça aussi, avant de s'attaquer aux effets de la criminalité, il faut s'attaquer aux causes. On n'a jamais voulu aborder les problématiques dans les causes et agir en amont avant d'agir, parce que la justice, quand est-ce qu'elle intervient? Elle intervient en dernier ressort. C'est lorsque les politiques socio-économiques ont échoué, c'est lorsque le système éducatif a échoué, c'est lorsque le système social a échoué. C'est là où intervient la justice. Donc elle vient vraiment, c'est le dernier maillon. Et la justice, elle n'est pas là aussi pour régler les problèmes des autres secteurs. Elle est là juste pour dire le droit. Il y a une infraction, il y a ceci. Mais la meilleure preuve que ce n'est pas uniquement un problème de formation, parce que les magistrats ont toujours eu des formations et des formations continues. Et j'en sais quelque chose, puisque moi-même, j'ai présidé un réseau des femmes juristes arabes, où on avait des programmes avec ABA, American Bar Association, qui est une grande association des juges et des avocats américains, et qui a fait tout un programme de formation pour les juges algériens, avec le ministère de la Justice. Donc, ils vont en Espagne, ils vont en Italie, ils vont en France, ils vont...
Ils sont formés. C'est la volonté politique. D'abord, de laisser la justice indépendante. Les juges, c'est comme le journalisme, c'est une vocation, c'est pas n'importe quoi. Oui, pas juste. Voilà. Comme tous les autres métiers. Si tu dis que tu es jugé à minuit, tu dois dire pour quel délit, sinon tu ouvres une ambiguïté. Hein. Non, on m'a laissé en dernier, voilà, c'est tout. Mais j'étais accompagnée de Maître Badi, que je salue d'ailleurs, et j'espère le recevoir bientôt. On va changer de sujet. Monsieur Karim Kébir, réconciliation entre les Palestiniens, ça s'est passé ici à Alger, l'ONU salue et beaucoup de monde salue l'effort d'Alger du fait de rassembler donc les différentes factions palestiniennes. Ça a été signé le 13 octobre dernier pour un État palestinien stable économiquement, stable, souverain et indépendant. Que pensez-vous de... Bon, il est présenté en tout cas par les autorités algériennes comme étant un grand exploit. Bon, à ce niveau enfin, pour cette réussite, on ne peut pas pour le moment spéculer sur l'efficacité de cette réconciliation, de mon point de vue, pour la simple raison, parce que les rapports de force, la question palestinienne qui est au cœur en tout cas de la géostratégie au niveau du Proche-Orient, c'est qu'elle dépend de grandes puissances où l'Algérie n'a pas réellement, comment dire, un grand poids, il faut le dire. C'est pour ça qu'on a salué quand même les efforts d'Alger et du président Abdelmadjid Tebboune. Oui, c'est un exploit, on peut le qualifier. Certains le qualifient d'historique. Oui, d'historique, c'est normal, ils ont réussi, mais pour le moment, c'est-à-dire la question qu'il faut s'interroger, est-ce que cette réconciliation va résister dans le temps. Parce que, je vous dis, les grandes puissances qui agissent dans le problème palestinien, c'est l'Égypte, qui est le voisin direct de la Palestine, c'est l'Arabie Saoudite, c'est le Qatar, c'est les États-Unis, c'est l'Iran, c'est la Turquie. Donc pour nous, c'est normal, après tant d'absence de la diplomatie algérienne sous l'ère Bouteflika, donc c'est normal qu'il doit être présenté comme étant un très grand exploit. Et c'est tant mieux en tout cas si cette réconciliation réussisse. Mais moi personnellement, je reste vigilant en raison, comme je vous ai dit, de beaucoup de facteurs. Votre avis, M. Zahra-Bekan? Enfin, moi, j'ai pas tellement trop suivi, seulement ça me rappelle juste que c'était, je crois, juste après le décès de Boumediene Chedli, quand il y a eu la rencontre d'Alger, l'OLP, le fameux congrès d'Alger. Non, l'annonce de la création de l'État palestinien. L'annonce de la création, c'était à Alger. C'était à Alger. Donc, par rapport à ça, donc je considère que cette réconciliation, c'est un peu du rafistolage, parce qu'en fait, on a reculé beaucoup sur la question. Il y a eu beaucoup et donc là, on est en train de raccorder, donc Madame Assoul, les accords d'Alger, ils ont été salués quand même par la communauté internationale, l'Union européenne, la Chine, l'ONU, la Fédération de Russie. Votre avis, l'avis de l'UCP? Moi, je pense que ce que nous vivons à travers le monde, il y a un bouleversement d'abord mondial, il y a de la géopolitique nouvelle. Des nouveaux pôles qui se créent. Donc, il faut on est moins sous la suprématie des États-Unis. Il faut toujours revenir au contexte, parce que les choses ne peuvent avoir un sens que quand on les ramène, le contexte dans lequel elles se font. C'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste à un bouleversement. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va donner. Personne ne peut d'abord se prononcer pour dire ça va être dans ce sens ou dans l'autre. Ce qui est sûr, c'est que le monde bouge. Que l'Algérie puisse se trouver une place, même si une petite place, c'est une bonne chose. On ne va pas cracher sur la soupe et dire c'est rien du tout. Non, c'est un événement. On mérite une grande place quand même, Madame Assoul. On aimerait bien. Un pays, l'Algérie devrait de par notre place en bien Méditerranée. sûr. Non, je parle de cet événement. Je ne parle pas du reste. De cet événement, il s'inscrit en droite ligne avec la position de l'Algérie par rapport à la question palestinienne. Même. Il faut le rappeler. Donc, l'Algérie a toujours soutenu
la Palestine, elle a toujours soutenu un État palestinien avec une capitale. Soutenu les pays colonisés, n'est-ce pas? Non, mais la Palestine en particulier, la création ou l'annonce de la création de l'État palestinien s'est fait à Alger, il ne s'est pas fait ailleurs, dans aucun autre pays arabe. C'est une bonne chose. Maintenant, comme l'a si bien dit Karim, on va voir dans la durée. Est-ce que cette réconciliation palestino-palestinienne va durer? Parce qu'on ne va pas se cacher la face. À l'intérieur même des factions palestiniennes, il y a énormément de contradictions, il y a énormément d'intérêts contradictoires, ça c'est clair. Il y a aussi des puissances qui agissent de manière ou d'une autre. Donc, on verra bien comment ça va évoluer, mais on assiste quand même les derniers temps que beaucoup de pays arabes ont fait bouger la ligne quant à leur politique par rapport à l'ordre mondial existant auparavant. Existant, monsieur? Pardon, rapidement. Moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est quand même la réaction des Algériens par rapport à cette réconciliation. C'est passé comme un non-événement, c'est-à-dire que les gens l'Algérien n'est plus la cause palestinienne aujourd'hui. On ne peut plus l'instrumentaliser politiquement. N'intéresse plus les Algériens dans l'esprit هذاك نتاع مع فلسطين ظالمة ومظلومة. Il y a un recul énorme. Même s'il y a, par exemple... Pas d'expression, comment vous pouvez savoir? Ils sont avec la cause palestinienne, mais peut-être que le contexte actuel, parce que les gens souffrent au niveau quotidien, donc ils n'ont pas le temps de penser même à ce qui se dit. Et puis, il faut qu'on le dise aussi sur le plan médiatique. Vous n'avez qu'un maintenant. Qu'est-ce qui reste de la presse? Il n'y a que celle qui fait dans la propagande. Et il n'y a jamais eu pratiquement de sondage non plus. De sondage, oui, il n'y a pas de sondage dans les médias. Quand je vois la situation de la révolution, enfin de la résistance palestinienne, depuis le processus d'Oslo, ce n'est pas que de la résistance, puisqu'il y a un noyau d'État. J'ai envie de saluer encore, à l'occasion de ce 60e anniversaire d'indépendance, le génie de la révolution algérienne qui a évité cette impasse de la division et qui n'a pas eu besoin de courir les capitales pour se réconcilier. Je veux saluer le congrès de la Soumam, les chefs, tous les chefs de la révolution qui nous ont amenés jusqu'à l'indépendance en nous évitant ce scénario. Voilà. L'autre volet que je voulais dire, c'est que le plus important, que ça se passe à Alger, c'est très bien. Et nous sommes légitimes pour accueillir ce type de processus. Nous sommes le pays arabe le plus légitime pour le faire sans concurrent. Ensuite, sur quelle ligne se fait une réconciliation? C'est très important. Et la ligne capitulatrice du noyau d'État de Ramallah de Mohamed Abbas, à mon avis, a subi des coups, a reculé depuis que les opérations militaires maintenant se conduisent dans Rafah, dans la Cisjordanie. C'est un élément nouveau qui change le rapport de force. Parce que si on laisse... le partenaire Mohamed Abbas, Fatah, c'est un partenaire qui assure la sécurité à l'État colonial israélien. Il lui assure la sécurité, c'est ça qu'il lui assure. Il lui assure un certain statu quo. Si ce statu quo ne peut plus être assuré par l'autorité palestinienne, on est devant une nouvelle donne. Et la nouvelle donne est en train d'arriver. Elle n'est pas portée que par Hamas, elle est portée par toutes sortes de mouvements dans la Cisjordanie. C'est ce processus qui m'intéresse, et parce que je considère que ce qui a été enlevé par les armes sera récupéré en partie par les armes, mais aussi par l'intifada, parce que l'intifada pacifique est importante. C'est celle qui a amené d'ailleurs ce processus-là. Et donc, c'est cette évolution-là qui est intéressante, et j'espère que ça va tenir, et qu'après des élections libres, on aura un gouvernement qui sera plus résistant et moins compromis avec l'État colonial israélien. L'État palestinien. Donc, cet accord a été signé quelques jours avant le sommet arabe qui va se passer à Alger. Donc, on nous confirme la présence du roi Mohamed VI, accompagné de son fils. C'est une bonne chose? C'est une excellente nouvelle. Une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle. On a besoin de détente dans la région, dans le contexte international que nous sommes en train de vivre. Encore une fois, que ça se passe à Alger, que ce soit Alger qui reçoit, qui abrite. Je préfère ce scénario que le scénario d'un sommet à Rabat ou Tebboune au Maroc. Même si, bon, il faudrait aussi que cela arrive. Et donc, bon, ça ne va pas donner un nouveau départ aux relations algéro-marocaines, ça va donner peut-être un répit. On a besoin de ce répit.
J'imagine qu'on n'aura pas le temps de parler du faramineux budget de plus de 3 000 milliards de dinars de l'ANP. On est en train de se surarmer justement parce que on est en train de considérer que nous sommes agressés de partout. Si on a des éléments de détente qui arrivent, et le principal élément de détente, c'est la relation avec le voisin marocain, sans, encore une fois, sacrifier au principe sacro-saint de l'autodétermination du peuple sahraoui, sur lesquels je pense que la tradition du peuple algérien et notre trajectoire de révolution algérienne nous oblige à rester fidèles. Une politique de détente avec le Maroc, c'est bienvenu dans le contexte d'aujourd'hui, et ça peut même faire résonance avec la politique de détente à l'intérieur sur les questions qu'on a évoquées de droits de l'homme et de liberté. Monsieur Karim Kébé, la présence... Exactement, ça va de pair, je pense que ça va de pair. Bien sûr, on va pas se tirer des conclusions hâtives maintenant avant, parce que... Non, parce qu'on a passé quand même quelques semaines, viendra pas. Oui, il y avait une tension au point où même la dernière fois, quand il y avait le match, l'équipe nationale des cadets, il y avait quand même des échauffourées à la fin. Moi, j'ai dit ce jour-là, j'ai compris quand même que cette tension algéro-marocaine, relayée par les médias de propagande, ça a provoqué ça. Sinon on n'aurait pas connu ça dans un match de football. Mais c'est une excellente chose. Mais quand même, il faut rester vigilant parce que, bon, peut-être certainement, avec sa présence ici à Alger, donc certainement, il y aura des tentatives, encore une fois, de conciliation comme celle des Palestiniens, puisqu'il y aura quand même la présence des Saoudiens, il y aura la présence des Qataris et tout ça. C'est une bonne chose, mais bon, on est obligé en tout cas d'avoir la réconciliation avec le Marocain, mais ça va de pair avec le règlement des questions intérieures aussi, à notre niveau, des réconciliations ici aussi en Algérie. Mais quand même, on est dans le paradoxe total, c'est-à-dire un sommet arabe qui va réunir des gens qui sont dans un processus de normalisation avec Israël. D'un autre côté, on réunit les Palestiniens. Le Maroc, il y a aussi ce problème donc, qui est mis en avant, c'est l'histoire de la normalisation avec Israël et avec le fait que des bases militaires seraient donc juste à nos frontières, etc. Donc c'est un peu, de mon point de vue... Non, effectivement, il y a ce paradoxe. D'ailleurs, c'est énorme. Louis Ahnoul l'a relevé par rapport à, par exemple, à nos relations avec les Émirats. C'est que l'Algérie entretient d'excellentes relations avec les Émirats, beaucoup d'échanges économiques, mais les Émirats entretiennent de bonnes relations avec Israël, chose que ne peut pas faire l'Algérie. Mais bon, peut-être c'est le pragmatisme. Et les Émirats ont un consulat à Dakhla. Pourquoi on parle de paradoxe? La géopolitique, c'est comme ça, c'est l'art du possible. Il y a des rapports de force qui se créent, qui se défendent, qui se refont. C'est ça le propre de la politique et de la géopolitique. Aujourd'hui, on ne peut que, nous, se féliciter qu'il y ait un rapprochement, que le roi du Maroc assiste à ce sommet. C'est très bien, comme ça l'Algérie va quand même partir, les deux pays vont partir sur de nouvelles bases, on l'espère en tout cas. Mais aussi, si on doit parler de ce paradoxe, les gens, mais on va parler aussi des accords d'Oslo. On va parler de l'Égypte, on va parler des Émirats, on va parler d'un tas de pays, de la Jordanie. Donc non, c'est pas comme ça la politique. La politique, c'est-à-dire que... C'est l'art du mensonge. Non, c'est l'art du possible. C'est l'art du possible. Quand tu es obligé de ramener des gens... réunir tous les pays arabes avec toutes leurs divergences, avec toutes leurs spécificités, chacun défend ses intérêts. Il y a une chose qu'on a compris en tout cas, surtout avec les derniers bouleversements, c'est qu'il n'y a pas d'amitié durable, il n'y a pas d'ennemis durables, mais il y a des intérêts. Il y a des intérêts. Donc les gens aujourd'hui se repositionnent en fonction de leurs intérêts, à la fois intérieurs, mais aussi régionaux. Aujourd'hui, nous avons, moi c'est ma conviction profonde, je la réitère à chaque fois, notre premier espace naturel c'est le Grand Maghreb, c'est l'Afrique du Nord. Ensuite, on ne peut pas continuer indéfiniment, c'est notre histoire et notre géographie. Voilà, on ne peut pas de toute manière déménager, ni le Maroc, ni l'Algérie ne peuvent déménager. Et c'est notre stabilité dépend de la stabilité des pays voisins. Ça serait vraiment du mensonge et de la petitesse d'esprit si on croit que lorsqu'un pays est déstabilisé et qu'on a des problèmes avec un pays voisin, on va être en sécurité. Le retentissement est direct et systématique. Donc aujourd'hui, on ne peut que se réjouir qu'il y ait
voilà, un réchauffement qui l'assiste, c'est bien, on ne sait pas comment. Ça va évoluer par la suite. On espère en tout cas que ça évoluera dans un esprit où l'Algérie, il y a énormément de problèmes dans la région. Il y a le problème de la Libye, il y a le problème du Mali, il y a le problème de la Tunisie. On est obligé de discuter avec nos voisins. On est obligé de trouver des terrains d'entente, même si on n'est pas d'accord sur tout. Et ça, c'est normal aussi. Au moins que on sent, Madame Assoul, une certaine haine qui est nourrie et ça se dispute. Non, je pense que c'est de la propagande, tout ça. Non, crois-moi, Amira, au niveau des peuples, il n'y a pas cette haine. Oui. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes peuples. Vous allez au Maroc, vous allez trouver des Algériens qui sont établis, qui ont leurs enfants. Non, mais quand je dis ces réseaux sociaux, et la même chose pour la Tunisie. Ces réseaux sociaux aidants, donc c'est le couscous, c'est le zellij, c'est voilà. Vous savez. Ce sont des alors que c'est comme vous le dites le même qui peuple, font mal, mais qui n'auront pas de lendemain. Je veux dire sur vraiment la composante et l'approche citoyenne de ces peuples, parce que ce sont des peuples frères. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire qu'il y a de la haine. Non, c'est faire des raccourcis. Il y a de la propagande. Non, il y a des gens au niveau des médias. Le clan de Oujda. Et puis chaque pays, chaque peuple de la région subit son régime. Absolument, absolument. Ça, le clan d'Oujda, je ne sais pas si c'est ce que vaut la boutade, mais ça c'est plutôt un hommage au Maroc. Ça veut dire que la wilaya 5 avait son état-major tout à fait. au Maroc. C'est plutôt bien. Non, moi j'ai envie juste de dire un dernier mot. C'est-à-dire que moi personnellement, ce que je souhaite, c'est que c'est très bien qu'il y ait ce sommet qui veut réconcilier les pays arabes pour essayer de trouver quand même des visions qui se rapprochent pour défendre nos intérêts en tant que pays arabe. Mais de l'autre côté, ce que je souhaite et j'appelle les pouvoirs publics, c'est d'abord de faire cette réconciliation algéro-algérienne. Il faut qu'on règle la question politique et c'est le moment. J'espère que la libération de ces détenus est un élément, d'autres libérations, mais aussi d'une nouvelle vision, une nouvelle approche de la recherche de la solution durable et pérenne qui peut donner à l'Algérie vraiment une nouvelle dynamique pour reconstruire le pays. Une nouvelle dynamique. Tu invites Ali Belhadj la semaine prochaine? Ça sera Mohamed Mouloudj. Ça sera Mohamed Mouloudj. Aujourd'hui, je n'ai pas voulu insister. Il m'a dit qu'il passera nous voir, mais ça sera Mohamed Mouloudj. Donc demain, le Conseil constitutionnel rend un jugement de Madame Assoul. Oui, d'accord. Le Conseil d'État. Non, pas de Madame Assoul, de l'UCP. De l'UCP. Voilà. Donc, vous êtes assez optimiste. Vous savez, j'ai appris, avec la justice la connaissant très bien, de ne jamais être ni optimiste ni pessimiste, mais d'être à l'écoute. Tout ce que j'ai toujours appelé, et c'est ce que je fais même dans mes plaidoiries, y compris hier dans le procès de l'Hadi, c'est de dire aux magistrats, vous êtes là pour dire le droit au nom du peuple algérien. Vous ne rendez pas les jugements au nom du chef de l'État. Vous ne le rendez pas au nom de l'armée. Vous ne le rendez pas au nom du gouvernement. Vous le rendez au nom du peuple algérien. Et c'est un privilège. Et c'est ce que je souhaite du Conseil d'État, comme il a rendu sa première décision en référé et qui nous a donné raison et qu'il avait débouté le ministère de l'Intérieur. J'espère qu'il en sera de même demain dans sa décision pour la demande de dissolution de l'UCP. Monsieur Radi? Je suis pour la dissolution de l'UCP. C'était ça la question. Vous vouliez rajouter quelque chose? Non. J'espère effectivement que nous espérons le Conseil d'État ira dans le sens du bon sens. Voilà, un jugement et un retour positif pour Madame Assoul. Ravi, bien sûr, que des militants retrouvent leur famille en espérant d'autres libérations parce que beaucoup reste encore à faire et à libérer des parents, des familles qui attendent. On a un monsieur qui est en prison le 25 octobre, Abdelkassim Houam. 25 octobre, on attendra aussi, ça a été reporté. Le procès de Moufida Kharchi, c'est pour le 30 octobre. Un autre, et le 13 pour Mira Mouknesh. Pour Mira Mouknesh, et on espère que... Et le procès en appel d'un grand détenu d'opinion, de mon point de vue, Nabil Mellah, le 6 novembre. Et Nabil Mellah, qu'on attend. Et il y a des détenus à Batna aussi, des détenus d'opinion qui auront leur procès le 13 novembre prochain et qui ont écopé en première instance de 10 ans de réclusion criminelle. Et on espère aussi, on avait discuté tout à l'heure avec Karim Kébir,
qu'un enseignant de physique a été ramassé hier matin. Oui, devant son collège. Il y a aussi quelques jours un universitaire à Tizi Ouzou. D'ailleurs, il y a une déclaration des enseignants. Voilà. En mandat dépôt et jugement. C'est juste pour dire que, comme on espère que ces libérations continuent, que ce soit l'apaisement et la il faut rester tout de même vigilant, car ce genre d'arrestation qui continue ou les interdictions qui frappent, par exemple, l'université d'été du RCD, ça peut suggérer que au niveau du pouvoir encore, il n'y a pas un seul son de cloche ou une seule approche dans le règlement de la crise qui frappe le pays. Restons donc vigilants. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Merci à nos invités.